Donc en fait, la personne âgée en cancéro, c'est une vraie problématique puisque, et heureusement, la majorité des cancers va survenir chez la personne âgée. Voilà, et donc très rapidement, nous, on va avoir à toujours penser aux bénéfices-risques des traitements que l'on va donner. Vous voyez, le pic d'incidence commence après 65 ans. Bien sûr, mais ça, c'est pas... C'est évident, la mortalité augmente avec l'âge aussi. Voilà, et en fait, comme on a quand même progressé dans nos traitements, on a de plus en plus de patients âgés. Et souvent, on se faisait cette remarque-là. Moi, quand j'ai commencé, la consultation d'uro, par exemple, c'était rare qu'on ait à traiter des patients de plus de 80 ans. En fait, on ne nous les adressait pas. Enfin, c'était banal. Voilà, bon. Et aujourd'hui, c'est notre lot quotidien de la consultation. Et quand on n'a pas des patients de plus de 80 ans, ça nous paraît bizarre. Et donc, on se retrouve à avoir des patients qui vivent longtemps. On a des traitements qui peuvent être actifs, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui peuvent aussi induire des troubles cognitifs, notamment sur les hormonothérapies. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on rediscute. Et des fois, ça fait débat en RCP. On lui met pas. Attends, tu vas le dégrader. Le monsieur, il a 90 ans, il est bien, tu vas lui mettre un traitement, qu'est-ce que tu vas faire? Non seulement tu vas détraquer son bilan cardiaque qui est un peu limite, et puis tu vas le rendre dépendant, et puis il va perdre ses troubles, enfin il va avoir des troubles cognitifs. Donc c'est un vrai débat qu'on a, j'allais dire, dans la décision médicale. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut peut-être aussi qu'on s'améliore un petit peu. Et heureusement, donc depuis plusieurs années, on a la possibilité chez nos patients fragiles de les adresser aux équipes d'oncogériatrie qui nous font des bilans, j'allais dire, de dépendance très très chouettes, qui nous détectent de façon grossière les troubles cognitifs. Donc il faut vraiment que nos malades, ils en aient... pour que ce soit vraiment évalué. Et on n'a pas un petit peu l'évaluation de ces troubles subtils, hein, mais ce qui n'est pas non plus le but de la consultation d'oncogériatrie. Donc on peut avoir des patients qu'on a adressés à la consultation d'oncogériatrie qui allaient très bien avec les bilans de dépistage qu'on a fait, mais qui avaient déjà des troubles subtils. Et puis quand on va mettre en place les traitements, eh ben, c'est là que patatrac, on va tout faire dégringoler. Elle a mis beaucoup de photos. Voilà. Alors, aujourd'hui, avec l'âge, et ça c'est physiologique, Bérangère est dans la salle, tu m'interromps hein, si je dis des bêtises, en plus c'est pas mon diaporama, je ne me vexerai pas. Hein. Donc il y a une réduction principalement de la vitesse de traitement de l'information, ça c'est lié au vieillissement lié à l'âge, des capacités d'inhibition et des performances de la mémoire de travail. Mais en fait, ça va être très variable d'un individu à l'autre. On a certains individus qui vont avoir un vieillissement plus ou moins rapide et d'autres plus lent, et puis sur des dimensions qui vont être différentes. Et notamment, ce qui concerne la réserve cognitive, et ça a été bien démontré, que la capacité qu'ont les individus à maintenir une efficience satisfaisante et à résister aux dommages cérébraux est très différent d'un individu à un autre, et les mécanismes de compensation chez la personne âgée va être variable à cause de plein de raisons. Ça va être la stimulation extérieure, ça va être aussi la possibilité ou le vécu qu'elle a eu de stimuler toujours sa cognition, etc., etc. Et puis aussi des anomalies anatomiques, vasculaires qui peuvent aussi influencer. Alors, qu'est-ce qu'on parle de vieillissement pathologique, de cognitif pathologique? Eh bien, il va y avoir le développement de troubles neurocognitifs multiples dans le cadre de la démence. Hein, donc là, c'est vraiment une dégénérescence anatomique, avec une altération cette fois-ci sur le fonctionnement social, professionnel, etc. Moi, chez la personne âgée, généralement professionnelle, c'est plus tellement le problème. Et ces déficits ne doivent pas être dus à d'autres affections du système nerveux central ou induits par une substance ou survenus dans le cadre d'un syndrome confusionnel. Donc ça, c'est la définition du vieillissement cognitif pathologique de la démence.
Alors, qu'est-ce qu'on sait en cancérologie? Alors, en cancérologie, il commence à y avoir des travaux, mais finalement pas tant que ça, qui s'est intéressé donc à ces troubles cognitifs chez les sujets âgés. Et on sait maintenant que ces troubles initiaux, donc on en a quand même pas mal de patients qui vont avoir des troubles initiaux, va susceptiblement interférer avec la prise en charge. Voilà. Que quand on va mettre nos traitements, on risque de les aggraver. Que en plus de la fragilité gériatrique, on sait maintenant qu'il y a le cancer en lui-même qui peut induire des troubles cognitifs. Donc quand on a des patients âgés qui ont des cancers avec un environnement inflammatoire important, on sait que ceux-là, ils vont être plus à risque de développer des troubles cognitifs. Et donc ça va vraiment être important à prendre en compte dans la décision adjuvante des patients. En fait, là, on est entre personnes qui sont convaincues. Hein, voilà. Mais sachez que ce qu'on se dit là aujourd'hui, on est encore un petit peu loin d'une mise en œuvre systématique dans toutes les RCP. Et puis, alors ça c'est un point particulièrement important, je ne sais plus si Marie avait prévu de... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je remets, excusez-moi. On a surtout une grosse problématique aujourd'hui, et ça on l'avait bien démontré, parce qu'on a de plus en plus de thérapies orales, donc cancer du sein avec toutes les hormonothérapies orales, avec les chimiothérapies orales, de notre côté aussi chez les patients âgés, que ce soit dans le cancer du poumon, le cancer du rein, etc. On a sur des thérapies orales et vous imaginez bien que si les patients démarrent déjà avec des troubles cognitifs, on va être embêté pour le suivi. Et pour nous, c'est un des déclencheurs maintenant aussi pour renforcer le suivi de la thérapie ou ne serait-ce que aussi renforcer la prise en charge, notamment par l'éducation thérapeutique des patients qui vont présenter ces troubles. Alors, qu'est-ce qu'on sait aussi aujourd'hui, donc notamment chez la personne âgée? Eh bien, on sait qu'il y a un lien très fort entre la fonction cognitive des patients et la survie. Hein. Comme on le sait pour l'état général, eh bien, pour les patients âgés, le profil cognitif va aussi avoir un impact sur la survie quand on va les traiter. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait aujourd'hui donc un tiers de nos patients vont présenter des troubles cognitifs chez les personnes âgées, voilà. Mais aussi la moitié des patients âgés vont avoir des syndromes dépressifs. Et souvent, c'est un peu lié, même ça l'est assez souvent, notamment avec la plainte. Et donc, pour les personnes âgées, c'est important, quand on a une plainte cognitive, d'éliminer dans un premier temps le syndrome dépressif. D'autant plus si les tests neuropsychologiques ne sont pas à la hauteur de la plainte. Tu es d'accord avec moi, Bérangère? Hein, mais on ne le fait pas assez. Voilà. Je pense que c'est vraiment important dans notre population. Et donc, les recommandations de la Société française d'oncogériatrie est de dépister le mieux possible ces troubles cognitifs. Alors, comme je vous le disais, le plus souvent, ce qui est fait, c'est un test de dépistage qui est le MMS, mais également le test de l'horloge qui est un peu plus fin et les 5 mots de Dubois. Alors, je pense que Marie avait dû nous les montrer. Voilà. Après, au niveau de la SIOG, qui est la Société internationale, ils proposent aussi également le test de dépistage MMS ou la MOCA, que nous, on trouve un petit peu plus sensible. Et je pense qu'elle a dû là nous mettre les tests. Voilà comment ça se passe. Bon, je ne sais pas s'il faut les redétailler. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les travaux qu'on est en train de faire actuellement, qu'on fait du coup avec Bérangère, parce qu'effectivement, le MMS est un test vraiment très grossier pour dépister une démence qui est déjà installée. Or, comme on le disait tout à l'heure, en cancéro, c'est un peu plus subtil et on a surtout besoin de détecter très vite les troubles des fonctions exécutives. Et on a fait une première étude qui a montré que la MOCA serait peut-être un outil plus performant. Et donc là, on est en train d'essayer de le valider. Donc, je pense que c'est ce qu'elle a dû nous mettre. Voilà. Bon, Marie l'aurait mieux expliqué que moi. Je passe un petit peu, je suis désolée. Alors,
Ça, c'est les résultats qu'on avait obtenus, que Audrey avait publiés il y a 2 ans. Et donc, on voyait, donc on avait comparé les patients qui avaient des tests de dépistage chez les patients âgés anormaux versus des tests normaux. Et vous voyez qu'on détectait de façon plus fréquente, c'était plus discriminant quand on utilisait la MoCA. Donc là, maintenant, la dernière étape, c'est de complètement valider ça. Alors, qu'est-ce qu'on sait aussi maintenant de la trajectoire cognitive des patients qui sont traités, des patients âgés qui sont atteints d'un cancer et qui vont avoir notamment de la chimiothérapie. Donc, ce graphe, il est très intéressant. Il a été reproduit, on l'a retrouvé à plusieurs reprises, même sur des études qu'on a fait, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc là, vous avez le sujet ça. Donc, le sujet ça, malheureusement, on aimerait bien que ça décline pas, mais ça décline un petit peu en vieillissant. Mais vous voyez que la pente, elle est quand même très douce. Ça, c'est le vieillissement normal. On sait maintenant qu'un patient qui a eu un cancer, voilà, va avoir, en fait, peut partir avec une référence au départ qui va être plus basse, en lien avec son cancer, avec l'environnement de stress qu'il peut avoir tout autour. Mais normalement, le vieillissement va être parallèle. La courbe va être parallèle. Et là, on a un vieillissement qui est parallèle au sujet sain, mais chez ce malade qui a un cancer. Et puis, c'est un certain groupe de patients, eh bien, en mettant en route un traitement, eh bien, on va entraîner une accélération du vieillissement physiologique. Et c'est là où il faudrait qu'on arrive à les détecter, ces patients-là, pour pouvoir ajuster les traitements. Alors, dans le cancer de la prostate, Marie nous a montré, et c'est ce que je vous mettais tout à l'heure, que suite à une méta-analyse, eh bien, le fait d'entraîner un blocage androgénique, ADT, c'est un blocage androgénique plus ou moins complet, n'entraîne pas de troubles cognitifs globaux, mais par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va surtout entraîner, on peut aggraver des troubles qui existent déjà, notamment dans le cadre de pathologies neurodégénératives. Et aujourd'hui, en fait, on sait aussi, et probablement on ne l'a pas encore démontré, mais on sait aussi que quand on met des anti-androgènes, on favorise les pathologies cardiovasculaires. Et peut-être que chez ces malades qui ont déjà un peu des dégénérescences cardiovasculaires cérébrales, on accélère le process, et c'est peut-être par ce biais-là qu'on peut induire des troubles cognitifs. Dans le cancer du sein, chez le patient âgé, alors, je pense que c'est l'étude de Mandelblatt. Donc, Mandelblatt, c'est une équipe américaine donc, qui a travaillé essentiellement sur la chimiothérapie des femmes traitées pour un cancer du sein. Et donc, elles ont démontré, là récemment, ils ont publié l'année dernière ou l'année d'avant leur étude. Et vous voyez que chez les patientes qui sont traitées, donc là, vous avez les contrôles, vous avez les patientes qui ont eu simplement de l'hormono et on voit que les choses s'améliorent, ne se dégradent pas au cours du temps. Par contre, les patientes qui ont eu de la chimiothérapie, eh bien, vous voyez que 24 mois après, elles ne récupèrent pas et ça continue à décliner. Alors, je pense que là, Marie présente l'étude qu'on a menée au centre, entre autres, qui était une étude nationale, où justement, on était une des première équipe à s'intéresser un petit peu à l'impact de la chimiothérapie chez les femmes âgées qui étaient traitées pour un cancer du sein. Et donc, on les suivait avant le traitement et après. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Alors, donc ça, c'était notre population. Donc, en fait, on avait commencé à partir de 65 ans. Pourquoi 65 ans ? Karim le dirait mieux que moi. C'est parce que c'est à ce moment-là où on se pose la question du bénéfice des traitements adjuvants. Autant on est sûr qu'en dessous de 65 ans, on leur apporte énormément de bénéfices. À partir de 65 ans, les méta-analyses montrent moins d'écart. Et puis, on commence à rentrer avec toute la problématique de l'âge. Alors, Bérangère va me tuer en me disant 65 ans, c'est pas vieux. Voilà. Mais bon, on avait pris ce cut-off-là parce que ça correspondait à un questionnement de traitement adjuvant. Donc, on avait 50% de patientes entre 65 et 70 ans et les autres donc, avaient plus de 70 ans. Elles avaient reçu de la chimiothérapie alors, pour plus de 60% d'entre elles avec des anthracyclines et du docétaxel. Donc, je vous ai montré qu'on avait démontré qu'elles pouvaient entraîner des troubles cognitifs. Et toutes les patientes pratiquement avaient été irradiées mais sur leur sein.
Alors, nos résultats. Donc, on a mis en évidence, en fait, chez ces patientes, un déclin d'au moins d'une des fonctions cognitives dans 49% des cas. Et c'était intéressant parce que bon, ce déclin, il était... alors là, on était sur un déclin neuropsychologique et il n'était pas lié du tout à des paramètres psychosociaux. C'est-à-dire que c'était un vrai déclin mesuré par des tests neurocognitifs qui n'avaient rien à voir avec la plainte. Et d'ailleurs, il y avait tout un groupe de ces patientes-là qui ne se plaignaient pas. Hein, parce que paradoxalement, si on trouve beaucoup de troubles cognitifs objectivés, souvent, plus les patientes sont âgées et moins elles vont exprimer une plainte. C'est assez... Ça évolue pas dans le même sens. Et donc, on a fait le graphe pour essayer comment avaient évolué nos patientes. Et donc, parmi les patientes qui ont eu un déclin, 12% en avaient déjà avant. 64% l'ont développé, on n'avait pas avant. Et quand on regarde l'impact des types de chimiothérapie, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, eh bien, on voit que chez les patientes les plus âgées, donc après 70 ans, et ça, pour nous, c'est un paramètre pour cliniciens qui est particulièrement important parce que d'autant plus on se pose la question chez ces patientes âgées de mettre du docétaxel qui a quand même une toxicité pas négligeable au niveau hématologique, au niveau neurologique. Et si en plus on entraîne un déclin cognitif, ça peut aussi faire réfléchir à faire des protocoles un peu différents pour les personnes âgées. Voilà, donc en conclusion donc, de la présentation qu'avait fait Marie par rapport à cette étude, donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que toutes les études qu'on a chez les patientes âgées, elles correspondent souvent quand même à des populations assez sélectionnées. Il faudrait qu'on arrive à travailler un petit peu plus avec les équipes d'oncogériatrie qui, eux, alors ils ont des patients sélectionnés aussi, mais c'est dans l'autre sens. Voilà, avec beaucoup de comorbidités. Mais je pense que c'est vraiment important d'essayer d'agir, enfin de bien comprendre sur ce sous-groupe-là. Et c'est ce qu'est en train de faire... Mélanie Dos Santos, on est en train de travailler avec une étude qui avait été faite avec le groupe Géricault français, où on va essayer de voir, alors là, ils avaient utilisé qu'un MMS, hein, mais on va essayer de voir comment le MMS, au cours du temps, avec les traitements de chimiothérapie qui avaient été donnés, a évolué. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans la population générale ? Probablement, on sous-estime par rapport aux données qu'on a. Et effectivement, on attend beaucoup de l'étude qu'on fait actuellement pour voir si on ne pourrait pas proposer, ne serait-ce déjà pour les consultations d'oncogériatrie, de switcher la MMS sur la MOCA si on montre que ça répond plus à notre problématique de troubles des fonctions cognitives chez les patients en cancéro. Voilà, je pense que c'est ça qu'elle avait dû dire. Ah, donc en perspective, donc elle nous dit de continuer, bon, on est d'accord, voilà. Et on est en train de mettre en place, ah bah oui, du coup on s'est dit, faut qu'on essaye de voir comment on peut stimuler nos patientes, ou nos patients même hommes aussi. Alors, pourquoi on met toujours des patienteux? Parce que les femmes sont beaucoup plus réceptives sur ces démarches. Les hommes, souvent, ils interprètent des fois de façon un peu biaisés quand on essaye de les voir. Ils ont l'impression qu'on veut tester leur intelligence. Souvent, on est obligé de leur dire non, c'est vraiment vous aider pour la stimulation de leur mémoire. Donc souvent, c'est leurs femmes qui insistent pour qu'ils participent. Et donc là, par contre, les femmes avec des cancers du sein, notamment, sont des publics qui sont très intéressés pour qu'on leur mette en place des outils. Et donc, on est en train de voir ce qui est possible de faire par des interfaces, il faut se mettre dans l'air du temps, par des interfaces connectées et notamment avec des tablettes, parce que ça pourrait être quelque chose d'assez facile, qu'on pourrait même proposer, par exemple, à l'hôpital de jour, chez des patients âgés qui viendraient faire leur traitement. Si ça marche bien, si on a des tablettes, elles pourraient s'exercer le temps des traitements, par exemple. Voilà, donc Marie nous disait que être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres.
Voilà. C'est tout, voilà. Et puis, ben, je vous remercie de votre attention, voilà. Et puis je remercie Marie d'avoir préparé la présentation. Elle l'aurait sûrement mieux présentée que moi, mais on a un petit peu de temps si vous voulez échanger sur les données qu'on a pour la patiente âgée.